Emmanuel Leroy-Ladurie, vous étiez administrateur de la Bibliothèque nationale de 87 à 93, tout en, 94. à Janvier 94, 94. tout en conservant bien sûr votre chaire au Collège de France. Vous étiez un vieux lecteur de la BN. 51. Carte 1951. numéro. Ah, je ne sais pas, mais 1951. Ouais. Je fais partie des meubles. Je suis toujours là, je viens tous les matins maintenant. Est-ce que vous regardiez la Bibliothèque nationale davantage comme une sorte d'espace sacré avec lequel on a un rapport affectif, plus qu'un espace universitaire stricto sensu? Bah, c'est comme une église, c'est sacré, puis on a son rapport de foi, si on l'a. Et donc la BN, c'est pareil, c'est un espace sacré, bien évidemment. C'est une espèce de temple maçonnique qu'a fait la Brouste. Et puis c'est un lieu très utile pour travailler. Oui. Ouais. C'est un lieu de reconnaissance, d'intimité publique. C'est un lieu de rencontre, de toutes sortes de rencontres, du reste, pour des gens jeunes. Et puis c'est un lieu de sociabilité intellectuelle. C'est où c'était. C'est un lieu de reconnaissance. Les gens qui vont là, en principe, sont plutôt plus travailleurs que les autres. Mais c'est pas forcé, bien sûr. Et puis, c'est un lieu de recherche, oui. Alors on étale ses petites affaires, ses crayons, ses stylos, un peu comme des vieux écoliers. Là, il y a même des gens qui en faisaient leur bureau. Je me souviens un monsieur qui venait d'un pays du Moyen-Orient et il en avait fait son bureau. Il ne lisait pas. Il avait, je sais pas, il devait avoir un travail à l'extérieur. Il avait du mal à vivre. Il avait, je sais pas, une équerre, un pot de colle, etc., comme ici, et aucun livre. Et un jour, je lui en ai fait la remarque. Alors, il m'a traité de raciste, donc j'ai pris la fuite, puisque c'est la pire injure, comme il était étranger. Donc. Mais enfin, le fait est qu'il était un peu en tort. On dit que c'est un lieu d'inconfort pour ceux qui restent à l'extérieur, qui n'arrivent pas à passer le barrage des conservateurs qui délivrent des types de cartes de lecteurs hiérarchisées, mais pour ceux qui sont dedans, c'est un lieu où l'inconfort est arrangé. Ah bah, c'est comme la noblesse sous l'Ancien Régime. Le tout, c'est d'y entrer. Une fois que vous y êtes, vous n'avez pas tellement envie que les autres deviennent nobles. C'est humain. Ce sera différent à Tolbiac où il y aura beaucoup plus de place. Mais là, comme il y a 300, mettons 400, arrondissons, 400 places pour 50 millions de Français, c'est-à-dire une place pour 100 000 Français, il est bien évident qu'y être est un privilège. Ce qui n'empêche que ce privilège est accordé assez généreusement, notamment pour les gens qui viennent quelques jours. Mais on ne peut pas distribuer des places permanentes comme ça, c'est bien évident. Vous n'avez pas besoin d'enquêtes comme celle de Baudelot, vous n'avez pas besoin de rapports comme celui de Francis Beck pour savoir au fond d'expérience, d'intuition, ce qu'est l'histoire, le public, ce que devrait être l'évolution de l'ABN. C'est comme ça que vous pensez quand vous devenez administrateur? Vous savez, il y a le rapport et puis il y a le rapport contre. Alors, Baudelot est un homme extrêmement respectable, mais enfin, il n'y a aucun doute que si on lui a confié ce rapport, c'était pas, lui tâtait bien, mais c'était pas innocent du tout. Et ce rapport contient bien des choses inutilement désagréables. Quant à Beck, je préfère ne pas en parler, c'est un charmant garçon, mais tout ce qu'il a trouvé, c'est de dire qu'il fallait mettre les estampes au Louvre. C'est à peu près ce qu'on avait déjà dit Mérimée au XIXe siècle. Il n'y a pas besoin de financer un aussi grand rapport pour ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Beck était le symptôme de quelque chose qu'il fallait faire. Mais en général, les rapports servent surtout à exprimer la hargne d'un certain nombre de gens. Moi, j'ai bien sûr lu le rapport Beck, je l'ai enfoui au plus profond des archives de l'ABN, où j'espère qu'il dort toujours. Et puis, je me suis fait mon idée. Je peux dire quand même quelques-unes des idées du rapport Beck sur lesquelles vous pouvez de nouveau réagir si vous ne les avez pas oubliées, parce que c'est très profondément enfoui, dites-vous. Je n'oublie rien. Il préconisait une sorte de révolution à froid de la Bibliothèque nationale, et puis une rupture du lieu du dépôt légal par une décentralisation. Puis il y avait chez lui l'idée de réseau aussi. Écoutez, l'idée de réseau, elle est partout. C'est pas M. Beck qui l'a inventée. Elle était dans ma tête aussi, dans celle de toute personne qui connaît un peu les bibliothèques. Quant à l'idée de décentralisation d'un dépôt légal, c'est une douce rigolade. Il faut qu'il y ait un dépôt légal dans les provinces, dans les régions, je suis d'accord, mais le dépôt légal national, c'est sacré. C'est ce qui permet de constituer la collection nationale. Et du reste, M. Dominique Jamel, qui ne le connaissait pas au début, l'a très bien compris à la fin, ne serait-ce que parce qu'il était à ce moment-là à la tête de ce qu'on appelait la Bibliothèque de France, qu'on appelle heureusement aujourd'hui Bibliothèque nationale de France, et que la Bibliothèque nationale doit garder ce privilège du dépôt légal, un privilège non pas au sens aristocratique du terme, mais parce que c'est là que se crée la collection nationale. Vous savez bien qu'on reconnaît une nation à quoi? À ce qu'elle a une bibliothèque nationale. À quoi reconnaît-on une bibliothèque nationale? À ce qu'elle a le dépôt légal. Un dépôt légal de 40 000 volumes par an en France, ce qui vous prouve que la France est une nation, et un dépôt légal de 8 volumes par an au Laos,
parce qu'évidemment la production n'y est pas très importante, et comme ce sont des laïcs, ils refusent les productions des monastères bouddhistes. Enfin, ça prouve aussi que le Laos est une nation. Alors vous aviez le rapport Beck sur lequel vous asseoir ou vous appuyer. Vous aviez, quand vous êtes arrivé à l'ABN aussi, une sorte d'autre rapport, la lettre ouverte qu'avait envoyé votre collègue du Collège de France, votre prédécesseur, André Miquel, qui s'alarmait de l'état de misère de la Bibliothèque nationale. Émile Biasini, ailleurs, a dit que ça commençait à devenir une sorte de château des misères du capitaine Fracasse. Écoutez, M. Biasini c'est pas du tout convenable ce qu'il dit là. Bon, il se croit toujours proconsul dans sa jeunesse coloniale. Oublions Biasini également. Hein. Bon, alors, André Miquel. André Miquel est un ami intime et il a dit ce qu'il avait à dire. La BN n'était pas du tout le château du capitaine Fracasse, c'est une chose merveilleuse, ce sont les plus belles collections du monde. Cela dit, les politiciens de la 3e, de la 4e et de la 5e République l'avaient négligé. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Donc on voulait le noyer, on voulait la noyer, pour ensuite pouvoir faire autre chose contre elle. Et ça, vous aviez convaincu, je ne dis pas un politicien, mais un homme politique de la première cohabitation, en l'occurrence votre ministre de tutelle, encore que la Bibliothèque nationale dépendait aussi d'une certaine manière de l'Éducation nationale, c'était François Léotard, et vous aviez réussi à faire présenter par lui, c'était à l'avant-dernier Conseil des ministres du gouvernement Chirac, vous aviez réussi à faire présenter par lui un rapport, pas qui préconisait d'ailleurs une certaine décentralisation, mais pas celle selon Francis Beck. Non, aucune décentralisation. La BNBIS. C'est en doute à ça que vous vous intéressez. Léotard a été pour moi un très bon ministre de la Culture et je n'ai jamais eu à me plaindre de mes ministres, Langue, Toubon, et depuis, bien sûr, M. de Blazy, qui n'est plus exactement mon ministre, bien que je sois toujours à la BN, enfin, je suis président du conseil scientifique, c'est encore tout de même mon ministre. Mais j'ai convaincu M. Léotard de l'idée d'une BNBIS et M. Chirac également, et même M. Mitterrand. Car Léotard m'a toujours dit que Mitterrand l'avait longuement interrogé à la sortie du Conseil des ministres sur cette BNBIS. Et moi, je suis persuadé que c'est cette BNBIS qui a inspiré, naturellement ils le nieront, mais ça, c'est pas mon problème, à Mitterrand et à Attali l'idée de grande bibliothèque. Simplement, moi j'avais un projet modéré et ils en ont fait quelque chose d'immense.